Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. Et c'est parti pour la campagne présidentielle du 22 juin en Mauritanie. 6 candidats sont engagés dans la course à la succession de Mohamed Ould Abdelaziz. L'Éthiopie tente une médiation dans la crise au Soudan. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est à Khartoum où il a appelé à une transition démocratique rapide. Comment traiter les enfants des déplacés victimes de stress post-traumatique? Nous irons en Centrafrique où une psychologue congolaise essaye de les aider à travers le dessin. Bonsoir à tous. En Mauritanie, la campagne officielle pour l'élection présidentielle du 22 juin s'est ouverte ce vendredi, à 2 semaines d'un scrutin censé consolider la démocratie, mais dont les préparatifs inquiètent l'opposition. Depuis minuit, les 6 candidats déclarés à la succession du président Mohamed Ould Abdelaziz, dont le second mandat s'achève en août, ont le droit de tenir des meetings. Il devrait sillonner le pays jusqu'à la fin de la campagne le 20 juin, c'est-à-dire à 2 jours du premier tour. Plus de précisions avec Dili Diko. Cette élection devrait marquer la première passation de pouvoir entre un président sortant et son successeur élu en Mauritanie, un pays qui a connu de nombreux coups d'État de 1978 à 2008. Le parti du président sortant, un ancien général, a désigné comme candidat un autre ex-général, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, dit Ould Ghazouani, ce compagnon de toujours du président Aziz avec lequel il a participé à 2 putschs en 2005 et 2008, date à laquelle il est devenu chef d'état-major puis ministre de la Défense de novembre 2018 à mars 2019. Je ne me présente pas parce que j'aime le pouvoir ou parce que je veux découvrir ce qu'est le pouvoir. Je me présente parce que je pense avoir les compétences nécessaires pour y aspirer, pour vous servir ce pays qui m'est si cher et servir le peuple mauritanien. Face à lui se présente notamment l'ancien chef du gouvernement de transition de 2005 à 2007, Sidi Mohamed Ould Boubacar, soutenu par une coalition comprenant le parti islamiste Tewassoul, principale force d'opposition. Il est considéré comme l'adversaire le plus sérieux de M. Ould Ghazouani. Ma candidature vise à revoir de fond en comble l'architecture institutionnelle afin de renforcer les contre-pouvoirs, de consolider l'état de droit et de prémunir le pays contre les dérives autoritaires. La liste des candidats comprend également le militant anti-esclavagiste Biram Ould Daould Abeid, le journaliste et candidat malheureux à la présidentielle de 2009, Baba Hamidou Khan, le financier Mohamed Lemine El Mourteji El Wavi et Mohamed Ould Maouloud, chef du parti de l'Union des forces du progrès. Si j'ai la chance et que le peuple mauritanien m'élit, je serai président de la République et je ne transformerai pas la présidence de la République en une présidence dictatoriale. S'il y a lieu de tenir un second tour, celui-ci se déroulera le 6 juillet. En Algérie, le mouvement de contestation s'est mobilisé aujourd'hui pour un 16e vendredi consécutif, le premier depuis l'annulation de la présidentielle qu'il rejette en bloc, mais le pouvoir a réaffirmé sa volonté d'un scrutin à très court terme. En outre, le chef de l'État par intérim, qui avait convoqué la présidentielle avortée, a maintenu jeudi soir le cap sans faire de concession à la contestation qui exige avant tout scrutin le départ du pouvoir des anciens fidèles de Abdelaziz Bouteflika. Autre mouvement de grogne à Monrovia, où des milliers de personnes ont manifesté ce vendredi pour réclamer de meilleures conditions de vie au président George Weah. Nous sommes fatigués de souffrir, pouvait-on lire sur les pancartes.
Les réseaux sociaux, dont Twitter et Facebook, sont restés inaccessibles. Des dizaines d'associations de la société civile réunies au sein d'un conseil des patriotes et soutenues par des partis de l'opposition avaient appelé il y a 2 mois à manifester ce 7 juin. La communauté internationale s'inquiète d'une possible résurgence des violences. Le pays a subi une guerre civile qui a fait quelques 250 000 morts de 1989 à 2003. Au Bénin, l'ancien président Thomas Boni Yayi, dont le domicile est entouré depuis plus d'1 mois par les forces de l'ordre, était indispensable ce vendredi, indisponible autant pour moi ce vendredi, pour recevoir la visite d'un juge annoncé la veille. C'est ce qu'a fait savoir son avocat, Maître Renaud Agbojo, qui dit avoir informé le juge que l'ex-chef de l'État qui serait sous traitement médical. Thomas Boni Yayi avait reçu jeudi une convocation au tribunal de Cotonou et le juge Aubert Kodjo devait se rendre chez lui pour l'entendre dans une instruction d'un dossier dont le contenu n'a pas été révélé à la presse. Son avocat précise toutefois qu'il s'agit d'un report et non d'un refus de l'ex-président de recevoir le juge. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est arrivé ce vendredi à Khartoum. Objectif, trouver un terrain d'entente entre la contestation et les militaires au pouvoir contre lesquels la pression internationale s'est accrue après une brutale et sanglante répression des manifestations. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. Khartoum, la capitale du Soudan, vit au ralenti, alors que les milices paramilitaires responsables de la répression de lundi dernier continuent de faire la loi minimisant les violences qu'ont subies les manifestants de leur part. Les morts parmi les civils sont entre 52 et 49 et 3 soldats. Le nombre de morts identifiés est de 43 et les autres n'ont pas encore été identifiés jusqu'au moment de la rédaction de ce rapport. Des médecins proches de la contestation parlent cependant de plus d'une centaine de morts. C'est dans ce contexte que le Premier ministre éthiopien entreprend une médiation. Abiy Ahmed, arrivé ce vendredi à Khartoum, doit s'entretenir avec les militaires et l'opposition. Il doit ensuite discuter également avec les leaders de la contestation qui restent déterminés à obtenir un transfert du pouvoir aux civils. L'ONU, qui s'inquiète de la situation, exige le respect des droits de l'homme dans le pays. Nous avons proposé au gouvernement de déployer rapidement une équipe de surveillance des droits de l'homme. Elle sera chargée d'examiner les allégations des violations des droits de l'homme commises depuis le 3 juin. La visite de Abiy Ahmed intervient au lendemain de la suspension de la participation du Soudan à l'Union africaine jusqu'à l'établissement effectif d'une autorité civile de transition. La position de l'UA a été saluée par l'Union européenne qui a aussi réclamé la cessation immédiate de la violence et une enquête crédible sur les événements criminels. Les États-Unis ont aussi salué le message fort de l'organisation régionale. Le Premier ministre éthiopien devra peser de son poids de réconciliateur, une tâche assez complexe dans le contexte soudanais quand on sait que les soutiens les plus puissants du régime sont en Égypte, en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. C'est ce lundi que devraient entrer en vigueur les 5% de taxes douanières imposées par Trump sur tous les produits venant du Mexique. Pour tenter de faire fléchir le président américain et donc échapper à cette menace, des policiers et des militaires ont déjà été dépêchés au sud du pays sur les routes empruntées par les migrants venant d'Amérique centrale. Mexico va également déployer 6 000 gardes nationaux à la frontière sud du pays. Les autorités mexicaines ont, entre autres mesures, décrété le gel des comptes bancaires de 26 passeurs présumés de clandestins et procédé à des arrestations des militants pour les droits des migrants. Les États-Unis prennent des sanctions contre Persian Gulf Petrochemical Industry Company. Il s'agit de la plus grande holding pétrochimique iranienne. 39 de ses filiales sont également frappées en raison de leur lien avec les gardiens de la Révolution. C'est ce qu'annonce le Trésor américain ce vendredi. Selon les États-Unis, Persian Gulf Petrochemical Industry Company et ses filiales représentent 40% de la capacité de production pétrochimique iranienne et 50% des exportations du secteur.
Vladimir Poutine et Xi Jinping sont sur la même longueur d'onde. C'est en tout cas ce qui ressort de leur entretien. Les présidents russes et chinois ont critiqué la domination économique américaine lors du Forum international économique de Saint-Pétersbourg. Occasion pour Moscou et Pékin de faire étalage de leur rapprochement de ces dernières années dans la politique comme dans les affaires. Devant les investisseurs, Vladimir Poutine a pris la défense de la Chine, condamnant lors de la session plénière du Forum les tentatives de chasser des marchés mondiaux le géant chinois des télécommunications Huawei, soupçonné d'espionnage par les autorités américaines. La Russie a d'ailleurs signé un important contrat avec Huawei pour le développement dans le pays de la 5G. C'est ce vendredi que Theresa May, chef du Parti conservateur, démissionne de son poste de première ministre britannique après avoir échoué à faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne. Theresa May, 62 ans, avait pris les rênes de l'exécutif en juillet 2016, peu après que les Britanniques eurent voté à 52% en faveur de la sortie de l'Union européenne lors du référendum du 23 juin. Le processus de succession de Theresa May doit débuter la semaine prochaine. Le Parti conservateur espère mener la procédure à son terme avant la fin du mois de juillet. Nettoyer les ordures qui s'amoncellent dans les rues de Nairobi tout en créant des emplois, c'est le pari que s'est fixé un groupe de jeunes Kenyans. Selon les Nations Unies, les ordures non ramassées sont un fléau dont souffrent plusieurs grandes villes africaines. Mais il existe des solutions. Des jeunes du bidonville de Mathare à Nairobi donnent l'exemple. Reportage Ruth Elmentor, récit Michel Joseph. Je m'appelle Isaac Motitsia et j'ai 35 ans. Je suis cofondateur du groupe de jeunes pour la préservation de l'environnement à Mathare. Nettoyer le bidonville de Mathare, celui que l'on surnomme Kaka, et son groupe, c'est la priorité absolue d'Isaac. Quelques 200 000 personnes vivraient dans ce taudis qui s'étale sur 2 km². L'endroit grouille de monde. Selon les Nations Unies, un habitant de la ville produit 1 kg de déchets par jour. Pour Mathare, cela signifie que 200 000 kilos d'ordures sont déversés chaque jour dans les rues. Lorsque vous avez beaucoup de monde et qu'il n'y a pas de ramassage des ordures, vous constatez que tout le monde jette des déchets partout. Les effets sont toxiques, notamment pour les enfants. Quand on a beaucoup de déchets, comme ici à Mathare, on voit souvent des patients souffrir de diarrhée, parfois du choléra. D'autres viennent avec une intoxication alimentaire parce qu'ils ont mangé dans la rue. Ce sont tous ces dangers qui ont amené Isaac à agir. Nous avons compris l'importance d'assainir notre communauté et de créer des emplois car le chômage est un autre défi. Sa société donne du travail à une centaine de jeunes qui ramassent les ordures. Ils gagnent de l'argent auprès des ménages. Une fois collectées, les ordures sont transférées sur un site légal. Leurs efforts ont été remarqués par des responsables locaux. Nous encourageons les jeunes à copier ce que Mathare fait pour la communauté, pour qu'elle reste en bonne santé. Isaac se rendra à Nairobi à la prochaine réunion de l'ONU sur l'habitat pour parler de son expérience. Son rêve, c'est de rendre ce bidonville aussi propre et verdoyant que le complexe des Nations Unies à Nairobi. Et puis l'annonce d'un gouvernement RDC est toujours suspendue au pourparlers entre les coalitions du président Félix Tshisekedi et de son prédécesseur Joseph Kabila. De l'aveu du nouveau Premier ministre, dès la fin des pourparlers, vous aurez le gouvernement, a déclaré Sylvestre Ilunkamba, appelant à la patience. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Les amoureux du foot ont rendez-vous en France. Pendant un mois, la Coupe du monde féminine de la FIFA tiendra la planète en haleine. Transmettre son savoir-faire culinaire à la nouvelle génération, c'est le défi que s'est fixé le chef Loïc Dablé à travers l'Institut culinaire PANAF d'Abidjan. Les cuisines d'Afrique. La mode s'affiche au Sénégal où la Dakar Fashion Week a ouvert ses podiums pour sa 17e édition. Reportage dans ce journal. Et c'est avec plaisir qu'on le reçoit chaque vendredi sur ce plateau. Roger Montouela, c'est pour Culture Hebdo. Bonsoir Roger. Bonsoir John. Alors, musicien, producteur, businessman, Jay-Z devient le premier rappeur milliardaire. Ah oui, exactement. Élevé dans une cité HLM de Brooklyn à New York, le chanteur est un véritable self-made man à l'américaine. Immobilier, alcool, musique. Jay-Z est le premier rappeur à devenir, John vous l'avez dit, milliardaire, a annoncé lundi le magazine spécialisé Forbes. La star américaine du rap en activité depuis 1996 a accumulé une fortune totale d'1 milliard de dollars qui fait de lui un des rares milliardaires du monde du divertissement et le premier à venir du milieu du rap d'après Forbes Magazine. Jay-Z qui a vendu de la drogue dans sa jeunesse a tout de la success story à l'américaine dorénavant respecté dans les milieux d'affaires new-yorkais. Il a même développé des liens d'amitié avec Barack Obama. Ses parts dans le champagne Armand de Brignac et son cognac Ducé ont respectivement rapporté à Sean Carter, de son vrai nom, 220 et 100 millions de dollars. Le catalogue musical du rappeur de 49 ans vaut pour 75 millions de dollars dans sa fortune contre 100 millions de dollars pour son service de streaming Tidal. Et puis, une nouvelle triste dans ce journal, décès de Dr. John, pianiste de blues légendaire de la Nouvelle-Orléans. Oui, mais j'aimerais d'abord vous parler de Rihanna aussi, qui devient riche. Si ça ne vous dérange pas, John. Oui, seulement Rihanna aussi, après d'avoir parlé de Jay-Z, Rihanna seulement à 31 ans, la chanteuse créatrice de mode et première femme noire à diriger, une maison de couture de luxe, détient une fortune supérieure à celle de ses aînées Madonna, Céline Dion ou encore Beyoncé, chanteuse, créatrice de maquillage et de lingerie et première femme noire à diriger une maison de couture de luxe. Rihanna vient de décrocher le titre de chanteuse la plus riche au monde avec une fortune estimée à 600 millions de dollars, a indiqué mardi le magazine Forbes. Donc, elle ne pouvait pas rester... oui, j'ai rien contre sa richesse. Mais la mort fait un peu pitié. Exactement, oui. La mort en parlant de cette... de Dr. John. De Dr. John, votre homonyme. John qui a fait vibrer les scènes américaines et les festivals de jazz internationaux aux ondes voodoo de la Nouvelle-Orléans est mort jeudi, a annoncé sa famille. Le pianiste de blues légendaire a succombé à une crise cardiaque à l'âge de 77 ans, selon une notice publiée sur son compte Twitter. Malcolm John McMenack pour l'état civil. Dr. John a exprimé son talent dans des multiples genres musicaux, du blues à la pop, du jazz au boogie-woogie, en passant bien sûr par le rock and roll. Avec son funk rock voodoo, il s'est imposé parmi les musiciens majeurs de la Nouvelle-Orléans sur les pas d'autres maîtres du clavier comme Fat Domino. Récompensé par plusieurs Grammy Awards, ce musicien qui mélangeait l'anglais au patois créole s'est produit dans les plus grands festivals de jazz internationaux. Sa vie a aussi, disons-le ici, a été marquée par la dépendance aux stupéfiants qui lui a valu de connaître un temps la prison. John, mauvaise nouvelle, paix à son âme, comme on dit. Allons en Afrique du Sud pour suivre. Déjà, suivons ce clip. Oui, d'accord. On va d'abord suivre ce clip de John pour voir comment il faisait encore l'ambiance avec sa musique. Suivons John.
been the right set, read the wrong line, been on the right trip, made it in the wrong call, head is in a bad place, was there but, and I've been in the right place, been the wrong time, been the right set, must been the wrong. Et voilà, et comme d'habitude, tout de suite, place à notre agenda culturel. Mais avant de se quitter, allons au Sénégal où le coup d'envoi hier de la Dakar Fashion Week, l'événement en est à sa 17e édition et s'est imposé au fil du temps comme un rendez-vous phare pour les designers et les amoureux de la mode. Aujourd'hui, de plus en plus de grands couturiers du monde entier ont les yeux rivés sur le continent africain et sont viviers de jeunes créateurs qui viennent de partout d'ailleurs. Le reportage à Dakar d'Alison Legoko Fernandez. Une collection orange et noire, symbole du feu et de la royauté, ornée de peintures sur tissu pour rendre hommage à la femme africaine. Baptisée African Queen, cette collection a été créée par deux Ivoiriennes, deux amies d'enfance qui se sont lancées dans la mode il y a 2 ans avec un credo marqué au fer l'identité africaine. On a eu souvent l'habitude de porter des habits occidentaux. Pourtant, nous aussi, on a des merveilleux talents, on a plein de richesses que les Occidentaux prennent aussi pour faire des produits. Donc on a toutes ces richesses-là, donc pourquoi pas les utiliser nous-mêmes en ajoutant aussi notre touche de modernité. L'originalité et la créativité de la mode africaine suscitent aujourd'hui un intérêt dans le monde entier. Au cours de cette dernière décennie, on a vu apparaître des références au continent dans des collections haute couture sur les podiums les plus prestigieux d'Europe et d'Amérique du Nord. Je pense totalement qu'il y a une réelle évolution au niveau de la mode africaine, que la mode africaine est vue différemment aujourd'hui dans le monde entier et qu'aujourd'hui l'Afrique représente vraiment le cœur de l'industrie de la mode et donc on est en plein boom. Mais au moment du lancement de la toute première Dakar Fashion Week, l'engouement était loin d'être le même. C'est la styliste sénégalaise Adama Paris qui a créé l'événement il y a 17 ans et en un peu moins de 2 décennies, elle a constaté de nombreuses évolutions. Internet a changé la donne pour nous tous. On est capable d'être de Kolda ou de Bujumbura et de vendre une robe à New York avec Instagram, avec les réseaux sociaux, avec les sites internet, le e-commerce qui est très difficile en Afrique, mais c'est capable. Alors qu'avant on était enclavé, on n'avait pas accès à des boutiques, ni de Galeries Lafayette, ni de choses comme ça. Maintenant, chaque créateur potentiellement à sa propre boutique avec juste en postant sur Instagram. De jeunes créateurs africains qui ont donc davantage accès au marché et davantage de visibilité. Ils sont une trentaine venant de 14 pays d'Afrique mais aussi des États-Unis et de France à s'être donné rendez-vous à Dakar, capitale de la mode, pendant une semaine. Merci beaucoup, John. Donc c'est tout pour ce vendredi. Merci Roger Dakar, que vous connaissez très bien. À la prochaine. Bon week-end. Et nous vous amenons maintenant dans une école qui fait également office de restaurant. Il s'agit de l'Institut culinaire Panaf d'Abidjan. Il a été créé par un chef cuisinier qui a passé des années à perfectionner ses talents de cuisinier dans plusieurs hôtels et les restaurants à travers le monde, avant de revenir en Côte d'Ivoire pour transmettre son savoir-faire à la nouvelle génération. Thierry Kaoré. Situé en plein cœur du quartier d'affaires Cocody, l'Institut Panaf propose aux étudiants et aux professionnels de la restauration des sessions de formation entièrement dédiées aux cuisines d'Afrique et de sa diaspora. Pour le déjeuner, aujourd'hui on prépare le menu du jour exclusivement à partir de produits locaux. Pendant 6 mois, ces étudiants apprendront tout sur la cuisine africaine et comment la rendre unique. Pour le chef Dablé, la promotion de la culture culinaire africaine relève de la responsabilité des Africains. On doit surtout nous-mêmes raconter nos histoires.
On ne doit plus laisser en fait les autres interpréter notre culture ou notre histoire. Beaucoup reste donc à faire pour sensibiliser les Africains sur la nécessité d'utiliser des ingrédients et des recettes maison. J'avais un peu oublié des plats africains que je retrouve encore et je me plonge encore dans l'univers africain encore plus. Et vraiment, c'est un avantage aussi pour nous. À l'heure de la dégustation, c'est une clientèle qui ne cache pas sa satisfaction. Les repas qu'on nous a servis sont très bons. Donc c'est de la cuisine africaine un peu revisitée. Donc on aime bien, c'est cosmopolite, ça rappelle plein de choses, des choses d'enfance ou même d'aujourd'hui. Les techniques culinaires ouest-africaines sont en pleine mutation. Dans le passé, les gens consommaient beaucoup moins de viande et utilisaient des huiles naturelles telles que l'huile de palme et le beurre de karité. Le souhait de cette école est d'enseigner l'histoire de la cuisine africaine et de servir une variété de plats africains sains avec une touche moderne. La France devient l'espace d'un mois l'épicentre du foot féminin. C'est bien sûr dans le cadre de la Coupe du monde féminine de football FIFA 2019. Voyons cela avec Nanit Talani. La Coupe du monde féminine de football 2019 débute ce vendredi 7 juin à 21h avec le premier match de l'équipe de France qui joue à domicile face à la Corée du Sud au Parc des Princes à Paris. Jusqu'au 7 juillet, ce sont 52 matchs qui vont départager 24 équipes. Le groupe A comprend le pays hôte, la France, la Corée du Sud, la Norvège et le Nigeria. Dans le groupe B, on trouve l'Allemagne, la Chine, l'Espagne et l'Afrique du Sud. Le groupe C compte l'Australie, l'Italie, le Brésil et la Jamaïque. Le groupe D réunit l'Angleterre, l'Écosse, l'Argentine et le Japon. Dans le groupe E, on a le Canada, le Cameroun, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas. Enfin, le groupe F rassemble les États-Unis, la Thaïlande, le Chili et la Suède. Les matchs de la phase de poule se disputeront du 7 au 20 juin 2019. Dans cette coupe féminine de foot qui se déroule pour la première fois en France, 3 équipes africaines y sont présentes. Le Nigeria dans le groupe A, le Cameroun dans le groupe E et l'Afrique du Sud dans le groupe B. Le Nigeria qui entre en course demain est un habitué de la compétition. Avec 11 titres de champion d'Afrique au compteur, les Nigérianes n'ont plus rien à prouver sur le continent africain. Sur la scène internationale, elles sont aussi constantes. Elles n'ont jamais manqué une participation à la Coupe du monde féminine depuis sa création en 1991. Elles ont même réussi à se hisser en quart de finale en 1999. Pour le Cameroun, cette coupe représente sa 2e qualification consécutive pour ce mondial féminin. En 2015, au Canada, les Lions indomptables avaient atteint les 8e de finale. Dans leur palmarès, elles ont été vice-championnes d'Afrique en 1991, en 2004, en 2014 et en 2016. Quant aux Sud-Africaines, elles signent leur première participation. Elles vont vivre leur baptême de feu en France. Elles n'ont encore jamais participé à une Coupe du monde. Et cette première participation ne sera pas facile pour elles. Dans leur groupe, elles vont devoir affronter l'Allemagne, 2 fois championne du monde en 2013 et 2017, la Chine et l'Espagne. Bonne chance à toutes. Fin de ce journal. Merci d'avoir suivi.